Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour ce stream un peu spécial. Un peu spécial, le setup est complètement voilà, bouleversé. On est sur un petit canapé. Un canapé, des casques. Voilà. Tout change. Et on est en présence d'Elias et Rodi qui nous avait proposé il y a 2 semaines, en tout cas, qui avait nourri l'idée d'une petite vidéo React. En fait, il faut savoir qu'on a une conversation à 3 avec Loïc et Clément. Et j'ai formulé l'idée de faire ce React du Fossoyeur de film. Et idée partagée en fait par vous deux, vous aviez eu aussi l'idée. Loïc avait proposé à l'époque du moment où la deuxième partie de cette vidéo était sortie, puisque donc la vidéo dont on va parler, le cinéma c'était mieux avant, est en 2 moitiés. Alors on va a priori plutôt regarder la première aujourd'hui, puisque ça prend déjà 1h08. Donc le temps qu'on fasse pause, qu'on discute, etc. Donc, exactement. Et on se réserve donc la deuxième partie pour un autre stream, potentiellement dans 2 semaines, peut-être plus. À moins que cette émission soit un fiasco. Ça vous plaît pas. À moins que, alors, votre point de vue sur le Fossoyeur de film, on comptait commencer par ça. Déjà, on vous êtes le chat, nous lance tel un bon journaliste. En tout cas, moi personnellement, ça fait partie un peu du YouTube ciné des années 2010. Avec Karim Debache, avec Durandal, un peu tous ces gens-là qui ont été un peu connus en même temps, et le Fossoyeur faisait un peu du contenu plus sérieux. C'était à l'époque de la chronique fiction aussi. Oui, c'est ça. Mais il y avait quelques petites blagounettes, mais en tout cas, ils se voulaient plus sérieux que d'autres qui pouvaient être beaucoup plus dans la blague ou beaucoup plus dans l'humour général. Dans la provocation. En fait, il a toujours fustigé un concept, c'était la dictature du rire sur YouTube. En tout cas, pendant longtemps, il a un peu pris la parole là-dessus. Ce qui est un peu paradoxal puisque lui-même faisait quand même pas mal de blagues, notamment beaucoup de sketchs en intro. Je me souviens avec sa collaboration avec French Food Porn à l'époque. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Flashback. Mais du coup, il se trouve que maintenant il a un peu arrêté. Il était de ce youtubeur qui se veut plus propre. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Et donc il a arrêté un peu ses chroniques fiction. Il fait beaucoup moins de vidéos maintenant. Il prend plus de temps pour les travailler. Peut-être qu'il fait d'autres choses. Mais en tout cas, là, ça fait à peu près 1 an, 8 mois, je crois qu'elle est sortie, la partie 2. Je sais donc plus, la partie 1 prédate encore. Et que déjà, cette vidéo, à l'époque, nous avait un peu... 8 mois la première. 8 mois la première partie. Nous avait un peu horripilé. Parce que y a beaucoup d'arguments qui sont assez fallacieux, beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Et justement, on s'est dit, tiens, ce serait chouette de react. Pas uniquement pour faire nos provocateurs débiles, même si c'est un peu rigolo. Ça sera pas le cas, on sera pas dans la pure provoque. Voilà, l'idée c'est aussi de s'en servir comme point de départ pour des discussions connexes. Oui, tout à fait. On saura à la fin de cette émission si le cinéma était vraiment mieux avant. Voilà. Ou peut-être il faudra attendre le 2e live. Et les 3 heures de vidéo, là on pourra vraiment statuer. Restez avec nous pour le 2e live. Mais moi, par exemple, sur le Fossoyeur de film, je regardais beaucoup, mais en fait, il faut savoir, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il se revendiquait un peu moins vulgaire que la plupart des youtubeurs, en théorie. C'est aussi quelqu'un qui a un bagage académique plus large que la plupart des youtubeurs dans un sens, parce qu'il est titulaire d'un doctorat je sais plus exactement, mais pas en cinéma, mais je sais pas, en médias. Un truc comme ça, je sais plus ce que c'est non plus. En tout cas, c'est un thésard. Voilà, c'est un thésard. Et moi, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai déjà interviewé son directeur de thèse, qui n'est autre que l'actuel recteur de l'Académie de Rennes, mais qui a écrit des livres très intéressants de sociologie du cinéma. Notamment, sa thèse était sur le rapport au temps au cinéma, à la temporalité, comme un objet social. Ouais, justement, il parlait un peu... C'est intéressant. C'est cool. Et il se base en fait sur une enquête, sur une même scène du Karasé Potemkin, où il reprend plusieurs trucs. C'est hyper intéressant. Et voilà. Donc, effectivement, moi je partage. C'est vrai que ça, c'est son truc, le temps dans un film. C'est vrai que c'est un de ces sujets dont il parle. Oui. C'est sans doute une influence du coup Emmanuel Etis. Je ne confonds pas. Emmanuel Etis, qui est donc un sociologue du cinéma de formation. Mais effectivement, c'est vrai que le Fossoyeur, c'est un peu un des noms historiques du YouTube ciné, et puis qui a connu une évolution assez étonnante, puisque autant, par exemple, Durandal a toujours le même format depuis, je sais pas, 15 ans peut-être, autant lui a vraiment évolué. Il y a eu toute cette partie Fossoyeur de film, ensuite il a un peu abandonné cette côté fiction, le personnage, pour faire, je sais plus comment ça s'appelait, mais des trucs un peu expérimentaux, des sortes de montages d'images. Caméra obscura. Caméra obscura, exactement. Il avait publié aussi un livre sur des plans de
de cinéma, et donc là il revient plutôt avec des sortes un peu de vidéo essai XXL. D'ailleurs il en a sorti une hasard du calendrier hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, sur un sujet qui d'ailleurs je trouvais assez intéressant. C'est la conservation des films, c'est ça ? La conservation des films, et aussi l'impossibilité à l'heure des multiples moyens de diffusion de trouver une version unique d'un film. Oui. Et je trouve un sujet plutôt riche, mais effectivement il s'est attaqué donc à le cinéma c'était mieux avant, et pas tout seul puisqu'il était en featuring. On va voir que c'est une vidéo à 2 voix, avec La Séance de Marty, qui est un autre youtubeur qui avait déjà fait, alors je crois que ça date de 2017, un diptyque de vidéos en solo à l'époque, qui portait sur cette question, le cinéma c'était mieux avant. À l'époque il y avait un point d'interrogation, et maintenant il n'y en a plus puisque ça y est, c'est définitif. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on s'y lance ? Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'on y va ? C'est le moment du Robin. Si j'ai bien compris, il n'y aura pas de quiz. Il n'y aura pas de quiz. Désolé, Samir. Il n'y aura pas de quiz. Samir, est-ce que tu peux nous dire si le cinéma c'était mieux avant ? Toi qui as connu tout. Souvent tu fais des blagues sur ton grand âge, et c'est l'heure de. La dernière fois tu nous as dit que tu étais né en 1876. C'est à cause de Disney qui a acheté la Fox, oui. Salut tout le monde. Bah, on est ravis de voir le buzz, tout simplement. On est allé gratter le buzz en faisant du rec. Non, on avait très envie de le faire. Oui. Non, puis c'est une intention malsaine. Mais d'ailleurs, tu as discuté un peu avec Marty lui-même. D'ailleurs, oui, j'ai discuté avec Marty et on s'entend parfaitement sur la tenue de cette vidéo. C'est très on a clarifié tout à fait nos intentions et ça s'est très bien passé. Bon, 2023 touche à sa fin, il est temps de reposer la question. Ça tourne. C'était pas la question. Le cinéma, c'était mieux avant ? La réponse est oui. Alors là, il y a le point d'interrogation. Mais vous pilez pas, je vais argumenter un petit peu. Le truc, c'est qu'il commence direct. Il y a pas, comme tu le disais, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est vraiment. Point d'interrogation disparaît. C'est certain que le cinéma c'était mieux avant. C'est une affirmation, c'est une certitude. Mais est-ce que vous deux, est-ce que vous pensez que le cinéma c'était mieux avant ? Moi, je pense que j'ai besoin de la vidéo pour me faire des arguments. Ah ouais. Moi, de prime abord, j'ai du mal avec l'idée d'un cinéma, ce qui sera un peu ma take pendant toute la vidéo. Ouais. C'est que lui, en l'occurrence, va partir sur l'idée que le cinéma, c'est le cinéma grand public hollywoodien en partie. En tout cas, que celui-là peut servir de thermomètre général. Et moi, une de mes idées, c'est que le cinéma, c'est pas un langage fixe et universel, c'est que ça dépend aussi des contextes socio-culturels, des pays, des milieux, et que ce langage est différent. Donc, j'aurais pas un discours essentialiste sur ce qu'est le cinéma pour dire si oui ou non c'était mieux avant. En l'occurrence, je pense que le cinéma n'est pas mort, contrairement à ce que dirait ce bon Jean-Luc. Mais enfin, en tout cas, c'est assez facile, par exemple, d'opposer d'ailleurs, ils vont s'en servir dans la vidéo, de leur opposer l'idée qu'il y a quand même des bons films et des grands films qui sortent maintenant. Je pense que c'est pas la question du débat, c'est plutôt quel point de vue adopter sur ce qu'est le cinéma ou les cinémas. Et peut-être le percevoir d'une façon beaucoup plus plurielle qu'ils ont l'air de la penser. C'est l'idée de base, c'est la crise du blockbuster hollywoodien qu'on est en train de traverser, sur la crise globalement du cinéma américain, Kelly Reichardt, tout ça, du cinéma américain grand public. Il y en a quelques-uns, des bons cinéastes. Oui, tout à fait. Mais par contre, le vrai truc, c'est qu'on n'a pas forcément de nouveaux cinéastes. Enfin, il n'y a pas en tout cas une flopée de 2010. 2020 de grands cinéastes américains qui commencent à naître. Tous, c'est un peu des Paul Thomas Anderson, Soderbergh. Bah, il y a quand même la team A24, Ari Aster, tout ça, mais qui ont commencé dans les années 2010. Ou Jordan Peele ou des gens comme ça. Là, on prend un peu d'avance peut-être, mais moi je dirais en préambule de la vidéo que déjà il y a une idée qui est pas adressée, qui est un peu un impensé de cette vidéo-là, c'est que le cinéma, ça correspond à ce qui se produit aujourd'hui dans le cinéma. C'est pas du tout une vision du cinéma en tant qu'un art, qui est en perpétuelle redécouverte. Il y a cette citation de Bogdanovich, je crois, qui dit il n'y a pas des vieux films et des nouveaux films, il n'y a que les films que j'ai vus et les films que j'ai pas encore vus. Et c'est vrai qu'on peut aussi... moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la meilleure époque pour être cinéphile. Ouais, ça c'est clair. Parce que l'accès au on cinéma n'a jamais eu autant jamais exactement. été aussi beau. Je veux dire, la santé du cinéma
je veux dire, si le cinéma c'est la somme de ce qu'il y a sur les écrans de cinéma, mais il y a aussi tout un tas de cinéma de patrimoine qui est redécouvert, restauré et amené à un nouveau public, peut-être aujourd'hui plus que jamais, quoi. Surtout, c'est difficile de se dire que le temps présent va être le temps du futur aussi. Et de ne pas pouvoir concevoir que potentiellement va y avoir un rafraîchissement, qu'il va y avoir une nouvelle demande, et que, comme on le disait avec l'avènement de A24, des films un peu plus indés, mais quand même très populaires, qui sont en train de prendre, et peut-être dans 10 ans, en fait... Après, moi, j'ai quelques réserves sur, en tout cas, le versant populaire d'A24, sur le fait que moi, j'ai pas encore été convaincu par un grand film populaire A24. Moi non plus, mais je veux dire que, en tout cas, ça marque un rafraîchissement de ce qu'on connaît pour le moment dans le cinéma américain, c'est-à-dire Marvel et tout. Comme disait ce bon Marty dans son excellent diptyque de vidéo qui posait l'exactement même question fin 2017. Autrefois, il y avait du cinéma. Maintenant, il n'y a que des films. Ces mots sont ceux d'un certain Francis Ford Coppola. Et alors que je méditais sur ce trait d'esprit lancé par une élite du cinéma américain, qui plus est, un des Le problème avec le Fossoyeur et son ami, c'est qu'ils sont bloqués dans une vision du cinéma centrée sur la Californie, ce qui est très problématique lorsqu'on veut aborder une question aussi vaste que celle de savoir si le cinéma était mieux avant. Tout à fait. Là, exactement, on va revenir très bien résumé. C'est oui. Le cinéma, c'était mieux avant? Vraiment? Bon, poser cette question, c'est se faire traiter sans procès de boomer et de pisse froid par une armée de matrixés qui cherche à oublier que l'état actuel du secteur leur coûte plus cher en Xanax qu'en ticket de cinéma. C'est faux. Cette vidéo de Marty posait un constat intéressant sur une industrie qui, comme beaucoup d'autres secteurs culturels, a connu une accélération invraisemblable en quelques années. Mais là, c'est intéressant. Elle se retrouve aux abois. Parce que déjà, ils décident de pas parler d'art, de forme d'art, mais d'industrie. Ce que le cinéma est aussi, mais c'est-à-dire qu'ils décident de prendre le cinéma vraiment dans le pan industrie. Ils naviguent tout le temps entre parler d'une forme d'art et d'une forme d'industrie, ce qui est... Enfin, on va rappeler la phrase de Malraux, par ailleurs, le cinéma est une industrie, ce qui est toujours le cas. Il faut toujours analyser de manière les deux jambes du cinéma. Exactement. Néanmoins, je trouve qu'il y a une vraie lacune dans la vidéo, on la verra, sur l'approche sociologique, économique du cinéma. On va assister à une série de constats un peu sans lien sur ce qu'est devenu le cinéma hollywoodien. Série de constats qu'on partage ou pas, on verra. 3 petits séismes sont notamment passés par là. L'essor massif des plateformes de streaming, le Covid, je dirais jamais la Covid, et l'intelligence artificielle. Ça c'est sûr. Là pour le coup c'est plutôt d'actualité, c'est plutôt des pôles qui sont bien choisis. En tout cas effectivement c'est les dernières évolutions, surtout qui permettent de faire un update depuis la vidéo de Marty. Cette idée de la pop culture, ça reviendra un peu tout à l'heure, mais... 3 séismes qui, pour faire dans l'euphémisme, ont bien amoché l'industrie. La pandémie a révélé une société qui n'a jamais été aussi fragmentée, qui n'est plus capable de s'accorder sur rien. Ça, par exemple, il fait pas de sociologie. Tout en plongeant les exploitants de salles au 36e dessous, et en permettant aux studios de recalibrer au calme leur stratégie autour du monde merveilleux et beaucoup moins risqué du streaming. Ajoutez à tout ça que les grosses plateformes et studios, dès qu'ils le peuvent, évitent bien sûr autant que possible de révéler leurs chiffres réels, surtout en ce qui concerne le streaming. Bah oui, un système opaque, ça les arrange, parce que la zone grise, ça permet de générer un max de blé, tout en enfumant scénaristes, techniciens, artistes VFX, acteurs et autres, qui sont sous-payés pour bâcler des jobs dans un système en sur-régime. Un des trucs qui m'a frappé en revoyant pour préparer un peu, c'est l'absence de données chiffrées, alors qu'ils ont une approche qui est vraiment centrée sur la question économique, l'industrie, etc. Et c'est aussi là où il joue un peu du flou autour de c'est quoi le cinéma, dans le cinéma c'était mieux avant, c'est qu'il parle beaucoup d'industrie, mais en même temps, si l'idée c'est vraiment de se braquer là-dessus, je trouve que c'est un peu léger en termes de données et de statistiques. Mais pour faire nos esthéticiens, ils ne donnent aucune de leurs prémices, en fait. Globalement. Leur prémisse c'est le cinéma c'était mieux avant. C'est ça, c'est qu'il donne son constat de base. Mais il donne aucune de ses prémices ni théoriques, ni du coup ses sources. Pas faire un topo exhaustif dessus, il y a plein d'articles et vidéos qui en parlent plus précisément. Mais pour résumer, ça se bat donc pour des conditions de travail plus justes et humaines, dans un monde qui change à une vitesse affolante, mais aussi pour anticiper sur... Quel est le rapport avec est-ce que le cinéma c'était mieux avant? Effectivement, c'est pas parce que... Walt Disney roulait sur les grévistes, il faut le savoir. Oui, c'est ça a toujours été... Dans ce cas-là, est-ce qu'on retourne pas à un vieux cinéma patriarcal à la Disney où le chef d'entreprise roule sur ses employés? Pourquoi pas? Vous noterez d'ailleurs que autant cinéma c'est flou, autant avant reste une donnée assez mystique pendant toute la vidéo. Oui, on ne saura jamais quand c'était...
C'est un temps immémorial de notre enfance, quoi. Le roman national, sans être méchant, j'avais regardé un peu l'âge du Fossoyeur de film au moment où il a sorti la vidéo. Il vient tout juste d'avoir 40 ans. Ok. Voilà, ça peut être une donnée sur le avant. Vilain. Grève des scénaristes de 1948-49, grève des acteurs de 60, grève des scénaristes de 88, grève des acteurs de 2000, grève des scénaristes de 2007-2008, mais pas de Fossoyeur pour dire que c'était mieux avant. D'ailleurs, fun fact, les producteurs de films sont partis créer Hollywood car ça leur coûtait trop cher de produire des films à l'est des États-Unis. Ce qui a l'air de se produire à Hollywood, c'est aussi un remplacement des coûts de production. C'est-à-dire que remplacer, c'était l'histoire du générique de Secret Wars, c'est-à-dire remplacer des gens qui nécessairement attendent un salaire et des droits d'auteur ou j'en sais rien, en tout cas des choses qui sont réglementées par contrat avec des machines donc qui sont serviles, plus ou moins, et qui du coup amoindrissent les coûts de production. Donc on a toujours cette question du capitalisme qui va chercher à amoindrir ses coûts de production, mais en fait c'est une partie de l'histoire du cinéma hollywoodien, comme quelqu'un dans le chat l'avait rappelé. Le cinéma hollywoodien a toujours été un compromis du coup entre l'art et le capitalisme, mais d'abord un enjeu capitalistique immense. C'est clair qu'on en a presque une vision romancée du Hollywood à l'époque où c'était tous des vrais artistes, c'était John Ford, Howard Hawks, mais en fait on oublie que c'était des usines à films. Absolument. Que vraiment les gens étaient littéralement employés là-bas et qu'en fait tous les jours ils venaient au travail, il y avait une armée de scénaristes qui tapaient tous les jours sur leur machine, une armée de réalisateurs qui n'embrassaient pas les films parce qu'on se souvient donc de quelques-uns qui ont un peu gardé leur force, qui ont toujours été des cinéastes qui ont réussi à défendre quelque chose dans leurs films, mais il y en a énormément qui se contentaient simplement de faire, et c'est plein de films qui sont oubliés, qui ont disparu parce qu'on les a pas conservés, mais en fait c'est aussi le cas de l'époque, quoi. Ouais, tout à fait, et la notion de l'auteur telle qu'elle a été conceptualisée par les cahiers du cinéma dans les années 50, elle s'adresse pas à... l'auteur visionnaire qui vont nous vendre ensuite. Je pense qu'il pense pas à Stanley Kubrick quand il conceptualise la notion d'auteur, mais il pense justement à Howard Hawks, Alfred Hitchcock, John Ford, c'est-à-dire des gens qui sont dans une industrie et pour malgré tout, on voit une signature visuelle qui permet de lire le monde à travers leurs films, alors que c'était des films qui n'ont jamais été pensés, ou en tout cas qui n'ont pas été pensés par l'industrie comme des choses qui offraient une lecture du monde qui allait nous rendre meilleurs. Mais là où c'est intéressant, c'est que effectivement moi j'ai aussi beaucoup pensé devant la vidéo à cette période un petit peu de l'âge d'or industriel d'Hollywood des années 40 on va dire, et enfin autour de ça, et le truc c'est que il n'en parle pas, et surtout je dirais que c'est une vidéo qui même s'il y a avant dans le titre, est extrêmement peu historicisé en fait. Il y a pas du tout. Enfin, après, tout à l'heure il cite le Nouvel Hollywood, bon, on va voir comment, mais c'est un truc qui moi m'a beaucoup manqué. C'est en fait le titre induit forcément une comparaison qui n'est jamais vraiment effectuée, quoi. Non, tout ça n'est pas uniquement de la merde, créativement. Le problème, c'est jamais l'outil, c'est l'usage qui en est fait. Et là, je pense en particulier à ceux qui explorent certains aspects de l'imagerie par IA, notamment ses imperfections, et en tirent des choses ça pour le coup un peu basé. Pas inintéressantes. Ça veut dire que ça reste une machine qui peut être utilisée à ce titre-là, je vous recommande de jeter un œil au projet Salt. C'est un des enjeux de sa vidéo. Non, mais c'est simplement une courte remarque, c'est qu'en fait, il pose un postulat hyper fort au début, et en fait, il va sans cesse modaliser ce qu'il dit, en disant « oui, je dis ça, mais en fait, voilà ». Et je pense qu'il réalise lui-même qu'il y a quand même un problème dans son postulat de départ. Et c'est toujours, pour finir là-dessus, mais c'est toujours un truc aussi de comparaison, c'est-à-dire que il a envie de s'attaquer à ce qui pour lui est, mais de façon sensorielle, la norme du cinéma aujourd'hui. Sauf qu'en fait, c'est un truc qu'il pourra jamais définir, quoi, pour vraiment s'en servir comme objet. Attention, question de définition. Ça me fait penser à... On a eu un prof qui s'appelle David Farou qui nous disait que comparer toujours un film en mode « Ah, il fait pas ce que ferait n'importe quel film », c'est rarement un bon outil, parce que on n'arrive jamais à définir qu'est-ce que serait ce film prototypique. Voilà, c'est quoi la formule type du film prototypique? En fait, c'est un truc très chimérique, quoi. Oui, ou alors c'est penser qu'il y a une forme de langage naturel du cinéma, un peu un langage instinctif, qui est en fait un langage conventionnel du cinéma, qui est basé sur la vision qu'en ont
le montage invisible griffithien, enfin en tout cas ces théories formulées au début. Mais en plus ce qui est intéressant c'est que cette question du langage du cinéma en fait elle n'existe pas vraiment parce que c'est impossible de dire tel plan ou tel mouvement de caméra égale telle chose. Tu peux faire une contre-plongée et mettre le personnage en défaite, mais Orson Welles peut te faire une contre-plongée sur un personnage et en fait te le rendre grandiose avec ce plan. Donc il n'y a pas du tout de cohérence d'équivalence grammaticale, quoi. Tout à fait. Le chat nous dit très, très proprement, il n'y a pas de relation systématique entre la syntaxe et la sémantique. En 2018, pour la première fois, Christie's a vendu pour plus de 400 000 $ une peinture entièrement conçue et peinte par un algorithme. Et en ce qui concerne les combats actuels menés dans le cinéma, et c'est bien là la triste ironie de la situation, un système calibré qui pousse déjà les scénaristes à écrire comme des IA qui écrivent donc comme des scénaristes contraints par le système. C'est la boucle infernale. Mais c'est pas inintéressant l'idée par exemple d'un formatage, et qui va revenir dans la deuxième partie de la vidéo, l'idée d'un formatage du cinéma hollywoodien contemporain où effectivement on sort de certains films avec cette impression qu'ils ont été écrits à 30, que tout a été opéré pour un public ciblé, tout ça, effectivement. Est-ce que ça nous permet de dire que le cinéma c'était mieux avant ? Je sais pas. Mais encore une fois, la vraie question c'est est-ce que c'était pas déjà quelque chose qui était le cas avant en fait ? Est-ce que quand tu regardes le cinéma classique et que tu regardes X films de la screwball comedy, au bout d'un moment, tu vois que... le cinéma des années 80, 90... Il fait une série de constats qui pourraient mener à une thèse assez intéressante qui relierait en gros ses principaux trucs, c'est-à-dire l'IA comme symptôme d'une dynamique qui existe depuis l'essor des plateformes. Mais en fait, cette espèce de chemin logique, il va jamais le formuler en tant que tel, quoi. Et du coup, la vidéo reste à l'état d'un truc un peu confus, qui nous absorbe parce que le montage est extrêmement bien rythmé, le design sonore, etc. Là-dessus, on peut quand même leur donner crédit. C'est vraiment clair. Marty peut-être encore plus, mais des artisans du montage très forts, graphistes, monteurs, designers sonores, mais du coup ça fait que ça donne l'apparence de continuité à un propos qu'il n'a pas forcément, quoi. Il est loin le temps du nouvel Hollywood où les auteurs avaient réussi à s'imposer face aux majors pour nous insuffler un vent de fraîcheur. Et même si le fragile équilibre entre l'art et l'industrie a déjà été mis à mal par le passé. Non mais pardon, mais on parle par exemple de crise du cinéma contemporain, mais il faut pas oublier qu'il y a une sorte de crise du cinéma américain des années 60 qui se retrouve concurrencé donc par d'autres modèles comme le cinéma américain contemporain, où on parle du modèle indien, du modèle... enfin bref. Mais en tout cas, il y a une vraie crise du cinéma américain des années 60 qui se solde donc d'abord par la venue de cinéastes européens, Jacques Demy, Michelangelo Antonioni, Roman Polanski, etc., qui viennent tourner à Hollywood des films, des grands films d'auteurs, et ensuite par du coup l'arrivée de cette génération-là et d'une génération plus ancienne, parce que Sidney Lumet commence dans les années 50, etc. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'industrie dans le nouvel Hollywood, et même y compris dans certains films. Alors, je suis à côté de fanatiques de certains cinéastes du nouvel Hollywood, et moi-même, j'en suis un, mais il y a un certain nombre de cinéastes qui sont à cheval, eux aussi, entre l'art et l'industrie dans le nouvel Hollywood, que ce soit Friedkin, que ce soit Peckinpah, que ce soit... Enfin, voilà. Et donc, l'idée de enfin un artiste visionnaire dans le nouvel Hollywood, on n'est pas avec Jean-Luc Godard qui a les pleins pouvoirs à Hollywood, quoi. On est sur quelque chose de plus... tout à fait, plus ambigu. Et d'ailleurs, moi je trouve ça assez paradoxal de défendre cette vision-là quand on est le fossoyeur de films et qu'on a fait son beurre sur le cinéma de genre, parce que justement, les films de genre des années 70 se basent justement sur sur le manque de moyens, la contrainte créative, budgétaire, etc. Bah, ce truc du nouvel Hollywood, je trouve que ça trahit deux choses. C'est que déjà, l'argument il est assez moyen, parce qu'en fait, c'est des films qui ont été possibles uniquement dans la mesure où ils étaient rentables. Et dès qu'ils n'ont plus été, tous ces cinéastes c'est ça, en fait, des revers terribles. Les producteurs américains ont aussi bien profité du nouvel Hollywood. Ils ont vu l'avènement de ces films-là, alors ils se sont mis à les produire. C'est pas des films indépendants, c'est pas du Cassavetes, quoi, dont on parle. Et puis surtout, j'avoue que moi, j'adore le nouvel Hollywood, mais j'en ai marre que ça serve de point de référence obligatoire à toute étude du cinéma américain. Il s'est passé des millions de choses depuis, et je trouve que ça trahit aussi quand même une espèce de fétiche pour l'idée que
le moment où le cinéma a été vraiment le cinéma, c'était un moment qui se situe à peu près là, dans les années 70, et il y a une espèce de fétichisation un peu bizarre de tous ces traits esthétiques-là, hein, comme par hasard, tout à l'heure, quand il parlera des textures d'image, il va pas parler de Fincher, il va parler du bon grain de la pellicule, etc., on en reparlera, et voilà, même dans la vidéo, il y a des transitions qui sont faites avec des images de pellicule, etc., donc il y a quand même un truc un peu... Voilà, un vernis nostalgique quand même qui est pas à ignorer, je pense. Le mastodonte Disney et ses franchises à succès produites par des yes-man interchangeables semblent pousser le délire avec un cynisme totalement décomplexé. Ça, j'aime un peu bien ce système. Ouais. Spécialité Disney d'ailleurs. Prendre le même pattern pour éviter de se fatiguer à chaque fois. Ça sauf que bon, là, ça commence. Alors le chat, c'est quoi votre pilotage automatique de la mise en scène, c'est-à-dire la forme, est presque aussi navrante que le fond. Changez rien, vos films cartonnent, félicitations. C'est la partie la plus détestable de la vidéo, c'est quand il ouvre la bouche. Alors moi je n'ai pas d'avis. Non, mais cela dit, là il vient de dire, on parlait un peu dessus, mais il vient de dire une de ces dingueries qui inquiète un peu, c'est-à-dire, il dit aujourd'hui, la forme, c'est-à-dire la mise en scène, est aussi détestable que le fond. Alors que nous savons que voilà, la forme, c'est le fond. L'académisme dans le cinéma est pas né avec Marvel. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut résumer donc, le cinéma contemporain où jamais autant de films ne sont sortis, comme il l'a dit précédemment, à 3 films par an et les blockbusters de été globalement. Bref, tout ça, la grève, la situation, le ras-le-bol omniprésent, c'est pas juste une lutte pour de meilleures conditions. Il s'agit tout bonnement de décider dans quel type de culture on veut vivre. Ça sonne ultra dramatique, mais alors, on parle de ça gueule de tous les... Pour faire l'avocat du diable, si on regarde les entrées, c'est une part énorme du cinéma, les blockbusters, effectivement. Mais, du moins en France, c'est une part qui est de plus en plus, qui est moins importante, en tout cas depuis la crise Covid. Certaines des plus grosses entrées, ou en tout cas qui ont signalé la reprise du cinéma en France, c'est aussi des films dits du milieu, en tout cas des films plus autorisants, comme par exemple La Nuit du 12, Anatomie d'une chute, etc. Donc il y a, en tout cas en France, c'est le cas. Et effectivement, outre-Atlantique, il y a une vraie crise, mais de toute façon des salles. Faut pas oublier que, encore une fois, les conditions économiques d'un art ne sont pas représentatives de l'art en général. Typiquement, la littérature, c'est pas parce que la majorité des gens lisent du Marc Lévy ou que tout d'un coup la littérature c'était mieux avant. En fait, il y a 100 ans, tout le monde lisait plutôt des romans d'aventure que des romans profonds. Et pourtant, à l'époque, il y a 100 ans, on disait pas, mais... Enfin, si, évidemment, il y a 100 ans, les gens disaient « Ah, mais maintenant, c'est que des romans d'aventure, c'est que des romans pour les enfants, c'était mieux avant, etc. » Mais je veux dire, c'est habituel. Moi, je m'amuse parfois à regarder les listes des Oscars historiques, tu vois. L'année de la sortie de La Mort aux trousses, qui pour moi est le meilleur Hitchcock. Je suis d'accord avec toi. Putain, c'est rare des gens qui sont d'accord. Okay, c'est Ben-Hur qui l'emporte, l'Oscar du meilleur film. Et pour moi, pour moi, Ben-Hur, c'est rien, quoi. Enfin, je l'ai vu, c'était nul. Tu forces un peu. Nul. Il y a des trucs bien dans Ben-Hur. Mais pour moi, La Mort aux trousses est tellement supérieur à Ben-Hur. Voilà, il y a toujours ce cas de, effectivement, le processus de sélection, il est historique. En tout cas, il intervient historiquement. Et il est dynamique aussi. Il y a des films qui sont sélectionnés qui ne le seront plus. Enfin, bref. Donc en tout cas, faire le constat de l'état du cinéma contemporain de manière anhistorique, je trouve ça problématique. Tout ce qui a été obtenu, ça va être renégocié régulièrement et sûrement amèrement. The studio is nothing more than an instrument of capitalism. All right. Ces questions, c'est un peu comme Sisyphe qui pousse son rocher. Vous l'aurez compris, c'est une pagaille historique. Jean-Luc, un épisode que les mots se périment plus vite que l'interface de Prime Video. Pourquoi Jean-Luc? Pourquoi pas Camille? Est-ce qu'il avait dit, il avait dit justement, Jean-Luc, oui, je suis Sisyphe, je vais revenir à ma tâche encore et encore et encore. Voilà, bref. Ok, marrant. Jean-Luc. Pardon, j'ai pété un câble. Et dans cette confusion générale, qu'est-ce qu'on a vu naître? Le fantasme du sauveur du cinéma. Le film sortant en salle dont le succès va mettre tout le monde d'accord. Qui est-ce qu'on a trouvé?
Yeah, baby. Austin Powers. D'ailleurs, débat parallèle, c'était nul sa présence au Tenet et Top Gun. Hyper décevant. L'un tourné sur pellicule, l'autre donnant suite à l'un des univers les plus années 80 qui soit, et les deux garantis sans overdose de CGI, avec des vrais bouts de tôle froissée à l'intérieur. Le vrai cinéma, ça a toujours l'air de se conjuguer au passé. Bon, déjà, on a toujours ce même truc, c'est-à-dire, on s'intéresse que à la frange des blockbusters hollywoodiens, mais surtout, enfin, taxer Tenet d'être un film passéiste, alors je trouve que c'est un film vraiment... La moitié se passe dans un port-franc, c'est-à-dire un décor qui n'existait pas il y a 20 ans. Enfin, il y a un truc... je trouve que c'est un film complètement dans une espèce d'épure qui est tout à fait contemporaine. Quoi. Moi, je trouve que c'est même un film qui a un parti pris très moderniste. Visuellement et esthétiquement. Même en termes d'avant-garde, de structure, le fait de faire un film dont on ne comprend pas l'enjeu. Nolan, il a ce côté un peu réac lui-même. Mais effectivement, mais tu vois, sur Tenet... Tu peux pas te dire que c'est un film nostalgique, quoi, c'est absurde. Non, en tout cas, c'est un film... Moi, je trouve que c'est un film moderne. Oui, bien sûr. Et c'est pour toutes ces raisons que nous allons donc essayer de vous expliquer pourquoi, selon nous, oui, le cinéma, c'était mieux avant. Voilà, l'intro est terminée, nous en sommes à 1 heure de stream, bienvenue tout le monde. Disclaimer, c'est bien entendu un sujet... Est-ce qu'on passe en accéléré un petit peu ou pas ? On va passer en 1,5, non ? Et autre disclaimer, dire que quelque chose était mieux avant, c'est pas juste une question de nostalgie, parce que oui, certaines choses étaient mieux avant, d'autres sont mieux maintenant. La nuit au pied du mur, tous les chats sont gris, et se questionner sur ce qui est parti en sucette, c'est aussi se questionner sur la manière dont les lendemains peuvent recommencer à chanter. Et moi, j'ai l'impression que quand ils disent le cinéma c'était mieux avant, ils se placent sur un argument donc esthétique, formel, qui serait plus ou moins fixe, c'est-à-dire les films du Nouvel Hollywood, enfin globalement c'est ce qu'ils ont l'air de dire, et qui nie en fait toute perspective progressiste du cinéma, toute perspective, disons, l'idée qu'il y aurait une avant-garde possible. Enfin, lui il dit des lendemains qui chantent, mais effectivement les lendemains qui chantent ils existent déjà, quoi. Bah oui, carrément. On va pas citer tous les cinéastes qu'on aime, et moi je pense qu'il y a des très grands avant-gardistes aujourd'hui qui sont capables justement de faire avancer le cinéma ailleurs. Mais est-ce que du coup ça veut dire que le cinéma est mort, en tout cas dans sa forme hollywoodienne? C'est le problème de se fixer sur ce corpus-là. C'est que du coup il y a une pensée qui est non dynamique, enfin qui est il y a une ligne, on sait pas quand. On sait pas qui part d'où, qui va où. Il y a un standard qui existe. Voilà, il y a un standard, il y a une rupture, on ne sait pas quand. Et voilà ce que c'est devenu. En fait, quand tu définis pas avant, la réponse à le cinéma c'était mieux avant, ça va être forcément oui, parce que en fait si tu prends le point de référence que tu veux, bah tu trouveras forcément un moment où oui ça a été peut-être mieux, enfin quoi que ça veuille dire. Moi je pense que le cinéma c'était grotesque en 1968, voilà. Okay. Ouais, ça c'est simple à dire. Et toi c'est ton corpus. C'est mon corpus, mais même il était une fois dans l'Ouest, hein. 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, La Nuit des Morts Vivants, enfin bref, grotesque. On n'a jamais fait mieux que 1968. Après 1968, le cinéma c'était mieux avant. Ouais, voilà. La musique, moi je prendrais 69. Non, mais par exemple, c'est un argument qui est un peu historique de la théorie du cinéma. Par exemple, il y a plein de gens, y compris dans certains penseurs qui sont encore vivants aujourd'hui, qui pensent que l'apparition du parlant a signalé un déficit en fait créatif, que le cinéma était arrivé à une certaine stabilisation de son langage, et que l'arrivée du parlant a en fait remis à niveau le cinéma. Il y a quelqu'un d'autre qui est Jean-Luc Godard qui pense que le cinéma est mort en 1945 parce qu'il a échoué à empêcher et filmer le génocide des Juifs. Vous allez peut-être être ban pour... en tout cas sur YouTube. Mais du coup, il y a un ensemble de théories qui effectivement postulent de la mort du cinéma. Il y a un livre écrit par Antoine Debec il y a 2-3 ans qui s'appelle justement « Le cinéma est mort, vive le cinéma ». Oui, il parle un peu de toutes ces théories où on a présagé un peu de la mort du cinéma. Et je pense que effectivement c'est des enjeux théoriques qui sont très intéressants, mais qui sont beaucoup mieux posés, ou en tout cas beaucoup plus forts en termes de propositions que un constat dont on ne sait pas de quoi il ressort, que je trouve très mal argumenté. Oui, et encore une fois, il faut aussi le réfléchir économiquement et historiquement, dans la mesure où par exemple le cinéma des années 80 a beaucoup été vécu à l'époque comme la fin du cinéma, l'ère de la pub, l'ère de
ok, le cinéma maintenant c'est plus un art, c'est vraiment juste de la communication, sauf que c'était aussi à mettre en lien avec les événements politico-économiques de l'époque, avec la crise, avec Reagan, Thatcher, et en fait maintenant on est aussi, je pose la question, hein, mais on est peut-être aussi dans une situation de crise, et que forcément ça entraîne des choses, parce que encore une fois le cinéma ce n'est pas qu'un art, c'est aussi une industrie. Ouais, il y a quelqu'un qui nous dit qu'en août 2024 on avait de la vraie créativité. Bon bah t'as regardé Borderlands ou c'est vrai que pour l'instant en septembre 2024 il n'y a aucun bon film qui est sorti. Pour l'instant aucun. Moi je sais, il y a des films qui vont sortir qui sont exceptionnels, notamment Dahomey de Matt Idiot le 11 septembre, allez voir. C'était surtout pour faire la blague qu'on est le 1er septembre. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore de... C'est admettre, toi et moi, qu'on est juste des vieux cons et qu'on a perdu sur le terrain des arguments. Parce que des bons et des mauvais films, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Fin du débat. Ce qu'ils font, enfin, ils reprennent ce qui est un bon contre-argument en disant c'est un contre-argument de débile. En fait, surtout, et du coup, ils annihilent. En fait, ils opposent à leur réflexion qui est hyper fermée un contre-argument qui serait le relativisme absolu, tout se vaut, etc. Ce qui n'est pas du tout. Comment dire, il y a des arguments très valides qui sont entre ce qu'ils disent et ce relativisme absolu, quoi. Toujours penser le cinéma au niveau occidental et même pas occidental au niveau hollywoodien. Il y a pareil, toujours dans mes recos de théoriciens, il y a un penseur des années 60-70 qui s'appelle Guy Henbel, qui est un critique de cinéma qui a écrit pour différentes revues, qui a écrit un livre qui s'appelle Les cinémas nationaux contre Hollywood. Et du coup, il dit qu'il y a une forme hollywoodienne qui se prétend hégémonique et que l'histoire un peu des modernités des années 50, 60, 70 dans différents pays, c'est aussi une histoire anti-impérialiste, c'est-à-dire qu'il se construit contre un modèle hégémonique. Il parle du cinéma du Moyen-Orient, d'un certain nombre de modernités, dans la façon dont elles se construisent, aussi en opposition à Hollywood et au capitalisme du cinéma, quoi. Ouais. Il utilise l'expression de cinéma comme espace commun, aussi utilisé par Jean-Baptiste Autoré pour regretter la fin. C'est ça aussi qu'il regrette, sans doute, la place centrale qu'a pu avoir d'une certaine manière le cinéma à un moment. Ça, pour le coup, c'est assez factuel. C'est vrai que Jean-Baptiste Autoré ne va plus au cinéma. Alors, c'est vrai. Pour le coup, Jean-Baptiste Autoré, qu'on adore, est un gros boomer, on peut le dire. Oui. C'est pas incompatible. Enfin, qu'on adore, dont on apprécie le travail critique. Le travail critique. Et d'historien. Mais encore une fois, pour l'instant, ça, c'est pas des mots qu'il a mobilisés jusqu'ici. Mais... Moi, j'ai envie de dire que tandis que vous pleurez devant Deadpool et Wolverine, moi, je me régale sur Furiosa et allez pleurer ailleurs. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est forcément, si tu prends le top 5 des pires films de l'année pour faire ton diagnostic, le cinéma ça va être vraiment mieux avant Indiana Jones 5. Mais c'est sûr que si tu prends les excellents blockbusters qu'il y a eu l'an dernier que j'ai pas forcément en tête, il y avait forcément des chefs-d'œuvre, quoi, de Mission Impossible à The Fabelmans. Faut pas s'imaginer que les films qui ont une aura aujourd'hui, qui sont sortis il y a une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, ont eu exactement le même effet au moment où ils sont arrivés. C'est-à-dire que là, il y a des films qui sont peu vus et qui potentiellement dans 10-20 ans vont ressortir et vont être considérés comme des monuments. Oui, et puis il y a des films qui sont toujours plus ou moins des objets de pensée dans le cinéma hollywoodien contemporain. À Débordement, on avait publié un article de Florent Le Demasel sur John Wick 4, avec lequel je suis plutôt d'accord, mais qui prend un peu un parti pris d'analyser John Wick 4 selon une lecture de classe, une lecture révolutionnaire. Ce qui paraît un peu tiré par les cheveux, mais ce qui en même temps... à l'appui du film, se comprend. Voilà, on parlait de fétiche tout à l'heure. Ouais. Alors, on va commencer. Le fétichisme de la marchandise, mais littéralement. Qu'est-ce que le cinéma ? Non, je rigole. Les amis, laissez-moi vous poser une question. C'est une très bonne vanne, ça, le Fossoyeur. Peut-être que le cinéma c'était mieux avant. Est-ce que tu peux définir le cinéma ? Tu peux définir avant, peut-être ? Jusqu'à quel point une forme narrative est réinventable ? Vous savez, la fameuse maxime, toutes les histoires... Là, on touche au cœur du... au cœur... Ça, c'est un des moments qui m'a le plus trigger. Mais... En fait, il vient de dire, qu'est-ce que c'est le cinéma ? On peut pas vraiment donner une définition, / à quel point une forme narrative est réinventable. C'est-à-dire qu'en fait, il substitue à une définition qu'il peut pas donner deux mots qu'il pense pouvoir... plus facilement circonscrire, qui sont formes narratives. Le cinéma serait l'alliance de, c'est-à-dire comme l'a évoqué tout à l'heure Marty, la forme, qui vont ensuite assimiler à la composante technologique du cinéma, et narrative, c'est-à-dire le scénario. Et donc, quand on additionne ce qu'ils vont dire sur la forme technologique et les impasses scénaristiques de formatage qui sont pointés, on en arrive au diagnostic impossible à réfuter que le cinéma c'était mieux avant. Too bad,
tout cinéma n'est pas narratif, et il y a un truc qui s'appelle la mise en scène qui normalement se joue à peu près entre forme et narratif, je pense. Non, moi je pense que l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, on n'a jamais fait mieux. Ouais. On se souvient aussi que les frères Lumière disaient le cinéma est une invention sans avenir commercial. Tout à fait. Est-ce que on peut se servir de cette citation pour qualifier le cinéma en général ? Je pense que ça suffit pour dire. Bataille de boules de neige. C'est des gens, mais encore une fois, comme Charlie Kaufman, c'est des gens qui sont les plus concernés. Ils ont dit ça, donc c'est factuellement vrai. Ouais. Oui. Je pense que ce processus est... Ce serait presque une autre discussion qui est de dire à quoi sert la critique de cinéma. C'est à éviter que les cinéastes soient obligés de parler eux-mêmes de leurs films, parce qu'ils le font souvent très mal. Très bonne définition. Non, une forme narrative n'est pas éternellement très rentable. Non, le langage des films, séries et autres œuvres audiovisuelles n'est pas éternellement très rentable. Et oui, peut-être que toutes les manières pertinentes de raconter des histoires y ont plus ou moins été explorées. Comme ils se sont fait buter par la théorie du monomythe et plus généralement par un peu une certaine approche structuraliste du récit, ils pensent que... presque, il y a des gens qui vont jusqu'à dire que tous les récits ont pour base l'Iliade et l'Odyssée. Désolé, mais il y a eu Proust, quoi. Enfin, il y a eu Nathalie Sarraute. Il y a eu plein de choses. Il y a de quoi inventer, et même dans le cinéma contemporain. Bon, si on pense sur le plus petit dénominateur commun, effectivement, on va trouver des ressemblances avec tout. Nous aussi, dans ce live, nous avons un début, un milieu, une fin, un antagoniste, un protagoniste, des adjuvants. Les péripéties, c'est... Voilà, les péripéties, ça va être... est-ce que je vais réussir à finir cette phrase ? C'est le cas. Waouh. Oh, la péripétie, c'est exceptionnel. Là, on est à la fin de l'acte 2. Non, mais surtout, là, en fait, ce qui est critique dans ce qu'ils viennent de dire, et ça revient à le nœud que je pointais tout à l'heure, c'est forme narrative. Et là, ils sont en train de dire toutes les histoires ont été racontées. Puisque, comme tu l'as dit, monomythe et compagnie. Donc, qu'est-ce qui reste ? C'est forme égale technologie. Oui. Et ensuite, le reste de la vidéo va démontrer que cette partie-là, on va dire, mène à une impasse. Et donc, par association, puisque le scénario, on sait que c'est foutu, il reste que la technologie. Et si la technologie, c'est foutu, c'est que le cinéma, c'était meilleur. L'industrie du cinéma, comme vous le savez, elle a toujours été intimement liée au progrès technologique. Couleurs, parlants, 3D, cinémascope, effets spéciaux optiques, effets spéciaux numériques, Gary Buzet, effets pratiques toujours plus ahurissants, cascades rocambolesques filmées avec une immersion toujours plus insensée. Tout pour... Alors, c'est un bandeur de technologie et d'innovation. Le nouvel Hollywood, pardon, mais en termes d'innovation technique... Bah si, il y a quand même l'arrivée des caméras 16 mm, enfin il y a un certain nombre de choses. C'est un peu vrai, Mais c'est pas ça qui propulse, c'est pas ça qui... Non, mais les caméras plus légères, ça a déjà 10 ans pour le nouvel Hollywood. Bah c'est vous les spécialistes de l'histoire des techniques. Les caméras légères, c'est plus la révolution de la nouvelle vague française, mais après, en réalité. Là où il a pas tort, c'est que si tu prends Easy Rider ou les films un peu pionniers quand même du nouvel Hollywood puisaient dans cette nouvelle façon de faire des films qui était celle de la nouvelle vague, qui a aussi été permise par des inventions mais comme tu le dis, le nouvel Hollywood est plus défini donc par une façon de faire, donc par un projet esthétique, que par une innovation qui, elle, a 10 ans en fait. Ouais. La technologie, elle est importante, mais elle conditionne une forme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 1000 moyens de se servir du numérique, il y a Hong Sang-soo, et il y a Alberto Mielgo. Et même des effets spéciaux numériques. Exactement. Ouais. Mais encore une fois, ce truc de... Enfin, on a tellement de preuves même dans l'histoire du cinéma que une vague esthétique ne se corrèle pas forcément avec une innovation technique. Ça me semble fascinant de se limiter uniquement à ça et de se dire l'excitation est liée à la technique, donc la nouveauté dans le cinéma, c'est forcément le cinémascope. Mais la technique, en revanche, peut permettre des nouvelles formes. Enfin, l'apparition des caméras légères, ça a complètement chambouler le monde du documentaire. On est arrivé au cinéma direct, à Jean Rouch. Mais tu vois, typiquement, on parle de la caméra légère. Il se trouve que Cassavetes est plus un marqueur de profiter d'une innovation que le cinéma du nouvel Hollywood. Tout ça, en plus d'élargir le spectre d'expression des créateurs, c'était en grande partie pour renouveler l'excitation du public, notamment face à la concurrence de la télévision, de la VHS, du téléchargement. Alors ça, c'est factuel. L'arrivée du cinémascope dans le début des années 50 pour concurrencer la télé, et en effet, ça a fonctionné, les gens sont revenus en salle. Il y a quand même une analyse de sociologie générationnelle à faire là-dessus, sur le fait que eux, c'est des gens qui ont aussi connu le cinéma par le prisme de la technique. En tout cas, ils ont connu par exemple le tournant numérique où justement ils ont eu à théoriser ce que le numérique allait leur apporter. Donc ça, en vérité,
C'est peut-être un biais générationnel qui conditionne son discours. Mais en tout cas, il y a des innovations technologiques qui sont rendues visibles parce qu'elles sont utilisées à propos formellement. Oui, bien sûr. Comme la profondeur de champ, un ensemble de choses comme ça. Enfin, pour moi, par exemple, le cinéma parlant, il commence pas nécessairement avec le chanteur de jazz. Pour moi, il commence peut-être plus avec Pagnol qui va filmer l'accent provençal, enfin ce genre de choses. C'est l'utilité d'une technologie et pas la mise en scène de la technologie qui compte. C'est qu'est-ce que tu vas raconter avec cette technologie. Ouais. Tout à l'heure, ça vient aussi avec cette idée de problème historique, mais si on prend la dernière vague un peu de cinéma indépendant qui a amené de nouveaux auteurs, on peut penser aux années 90, Tarantino, Pittier, Jarmusch. C'est pas du tout lié à une innovation technologique. Bah, bien sûr. Oui. Ouais. Prenez en 93 Jurassic Park. Face à cet univers de nouveautés, Spielberg a dû bien sûr bosser en étroite collaboration avec les artistes de VFX pour adapter sa mise en scène et rendre leur boulot possible. Et le film est né quelque part entre ça et le penchant de Spielberg pour les chorégraphies de caméra assez ambitieuses. Ok, donc Jurassic Park c'est un bon film que les gens sont allés voir uniquement pour les inventions technologiques. Est-ce qu'on peut parler d'autres films de Spielberg genre, est-ce que les gens sont allés voir Indiana Jones en se disant « Oh, trop bien, il y a de l'innovation technologique ». Enfin, je veux dire, cet argument, après, dans Jurassic Park, il y a une mise en scène de l'innovation. C'est vrai. Oui, non, mais je veux dire... se vend aussi comme mais ce que je voulais dire, c'est que là, il se sert d'un exemple pour dire « Regardez, c'est tout le temps le cas ». Il essaye de généraliser l'argument Jurassic Park, de dire... Oui, c'est ça. Enfin, Spielberg n'a pas attendu ça pour devenir un grand cinéaste. Grosso modo, jusqu'au milieu des années 2010, les progrès technologiques semblaient avoir un impact direct sur là où le cinéma, en tant que forme artistique globale, avait l'air de se diriger. On savait pas forcément où, mais ça y allait. Mais de façon plus générale, toute cette évolution dans l'industrie, toute cette manière d'explorer les futurs, toute cette manière de faire évoluer les techniques et les outils, ça a longtemps été quelque chose dont on pouvait prendre le pouls, en tant que spectateur, directement à l'écran. Un simple coup d'œil au grain d'image, au type de mise en scène ou bien aux effets, et on savait plus ou moins où on était dans le temps. Et pas que pour les gros films de spectacle. Ça, c'est tellement giga pas vrai. Tellement faux. On avait fait un quiz sur cette chaîne Twitch qui était exactement, on vous met un photogramme, est-ce que vous arrivez à deviner l'époque ? Je veux dire, c'est infaisable. Enfin, tu prends un film des années 60 en noir et blanc, un film des années 30, vraiment, c'est déjà dur. Enfin, désolé, là, par exemple, ici, Requiem pour un massacre. Impossible de dater. Là, le photogramme 85, ça peut tout autant à partir aux années 70. Ouais. Ça peut être un Mundrushko des années 2010, ou ça peut être un Tarkovsky des années 70. Enfin, je veux dire... D'autant qu'en général, en fait, quand on arrive à distinguer des films esthétiquement, c'est plus par des modes esthétiques que par des techniques. Typiquement, les films des années 80, on reconnaît un peu les volutes de lumière, les brumes, mais c'est pas parce que tout d'un coup, dans les années 80, la brume... Ça n'existait pas avant. Oui, c'est ça. C'est plus parce qu'en fait, à l'époque, c'était la mode. Les gens avaient envie de faire ça. C'est des canons esthétiques. Voilà, c'est des canons comme esthétiques. le saxophone dans les films. Vous avez pas... Enfin, il y a du saxophone partout dans les films. Ah, dans les bandes originales des années 70-80. Tu sais, le saxophone lancinant. C'est pas vrai. Un peu de sketch. Depuis une dizaine d'années notamment, je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais l'évolution, elle est devenue beaucoup moins évidente à identifier. On est arrivé à un point où à l'œil nu, face à un écran, on peut littéralement plus percevoir. Plus, il y a un plafond de verre. Amusant commentaire de Magellan qui compare ça à l'évolution du jeu vidéo, mais je crois qu'ils vont le faire eux-mêmes dans cette vidéo. Mais en effet, dans le jeu vidéo, il y a un plaisir certain de découvrir l'amélioration technique progressive, mais à l'inverse, et je pense que le cinéma va, et même tend déjà à ça, un plaisir de la régression esthétique, avec tous les jeux vidéo indépendants qui épousent plutôt l'eau polie, ou alors il y a plein de façons de faire. Nous avec Hong Sang-soo. Exactement. Et en fait, un truc de... moi, c'est un peu ce que je prédis, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est mon call. Je pense que le cinéma va tellement vers un truc de précision, etc., qu'en fait, il va y avoir un moment de bascule où, un peu comme le nouvel Hollywood, où il y a un retour à un désir de réalité sociale, de prégnance sociale, que dans le cinéma, va y avoir un truc de retour à la simplicité. Les gens vont vouloir voir c'est un peu ce qu'il disait aussi avec les gens qui veulent voir des films sans effets spéciaux ou des choses comme ça, un truc où on va revenir au propre du cinéma, c'est-à-dire on peut casser un peu capter simplement ce qui se passe devant, ce qui se passe dans le monde réel. Ce truc un peu débile de ça tend vers un idéal clinique, ça excite qui ? En fait, plein de cinéastes, quoi. C'est-à-dire, regardez les films de Fincher, regardez les derniers films de Paul Schrader, c'est des films qui n'existeraient pas sans ces caractéristiques cliniques du cinéma numérique. C'est aussi un outil qui peut être bien utilisé. Et d'ailleurs, au-delà de la question de la restitution des détails, Fincher, par exemple, s'en sert pour recadrer dans l'image et
atteindre un degré de précision qu'ils n'auraient pas pu obtenir avec la pellicule. Donc en fait, c'est faux de dire que ça n'émerveille personne, c'est juste que, effectivement, c'est pas juste compter des pixels, quoi. Oui. On va être de plus en plus nombreux à le réclamer, notre label bio, sur les affiches de nos films. Non pas parce qu'on réclame une forme de retour en arrière, par peur du modernisme à tout crin, mais parce qu'au moins, on sait ce qu'on va voir. Une forme d'idéologie du progrès au point d'en oublier complètement la question esthétique. Oui, et nous, ici, on défend l'idée, en tout cas personnellement, l'idée que, effectivement, en art, il faut avoir une idéologie du progrès, mais qui soit un progrès en forme de manière esthétique. Moi, je ne sais pas ce qu'est le vrai cinéma, mais apparemment le public a tranché. Gigantesque contre son camp, parce que si tu dis le vrai cinéma c'est Top Gun Maverick parce que ça fait des entrées, genre c'est peut-être... Enfin, c'est Marvel qui truste le box-office tout le temps, enfin, genre c'est débile comme argument. Surtout, encore une fois, ils disent « Ah, c'est hyper facile de voir quand il y a du numérique », et pourtant ils disent de Top Gun Maverick qu'il n'y en a pas. Alors que c'est rempli de numérique, c'est rempli partout. Fatalement, tôt ou tard, il y allait avoir un plafond de verre, c'est logique. Après 130 ans d'image en mouvement, je répète, 130 ans, on commence peut-être à avoir fait le tour de pas mal de trucs. L'industrie du cinéma, dans son ADN... Ça fait combien de temps qu'on fait des livres? Je suis pas sûr qu'on ait fait le tour, mais... Puis t'imagines, le gars dans les années 90 qui dit c'est bon, il y a déjà le 70 mm, on fera pas mieux. C'est déjà énormément de grains sur une seule pellicule, ça suffit. Et puis genre 5 ans plus tard, il y a le numérique qui est là, oh putain. Donc effectivement, sur l'argument financier, la technologie, elle va toujours supplanter parce que, comme on le disait avant, elle sert l'avancée du capitalisme, mais est-ce qu'elle sert l'avancée de l'art? Je ne sais pas. On aurait dû la voir venir, cette impasse. On aurait dû. Et là, bon, pareil, il est en mode... Enfin, il y a un truc un peu de posture un peu supérieure, en mode... on aurait dû le voir que finalement les CGI, ça serait pas toujours la promesse de demain. Mais ça marche que quand, pour toi, les CGI, c'était la promesse de demain. Mais en fait, moi, je me suis jamais dit, le jour où le cinéma est parfaitement réaliste. Heureusement, demain, il y aura des meilleurs CGI et je pourrais me réveiller insouciant. Moi, c'est pas avec ça que je me réveille tous les matins. Mais avec cet espoir-là, en tout cas. Ouais, plutôt avec, je sais pas... De l'artistique, par exemple. L'espoir de l'odeur d'un bon café, tout simplement. Ouais, moi je pense pas le matin. En fait. D'un nouveau Aung San Suu, c'est un jour sur deux. Un jour sur deux maintenant, il y a un Aung San Suu. Allez machin, fais péter la bossa. Mais tout va bien, je crois. Bien sûr, plein d'artistes continuent à proposer des univers très personnels et uniques, c'est sûr. Il développe une vision du cinéma profondément marquée par un certain mysticisme et une nostalgie pour les formes d'expression cinématographique du passé. Selon lui, le cinéma contemporain est souvent dénué d'âme, trop formaté et perd de vue ce qui faisait la richesse et la singularité des œuvres d'autrefois. Il propose une vision presque vitaliste du cinéma en citant Jean Baudrillard et son concept de simulacre. Mais encore une fois, regardez d'autres films, quoi. Rien ne vous oblige à ne regarder que des blockbusters hollywoodiens. En fait, par exemple, quand il cite Baudrillard, il le cite mal. C'est-à-dire que... globalement, lui, dans sa logique, il y a eu un bon cinéma hollywoodien et il y a maintenant un mauvais cinéma hollywoodien, ce qui fait que le cinéma hollywoodien d'avant était mieux. Mais désolé, si tu cites Baudrillard en disant ça, mais Baudrillard va te frapper. Alors qu'il n'est pas là. Ça n'est pas du tout l'enjeu de la critique du spectacle, de la critique de la société de consommation, de dire... Ah oui, le cinéma hollywoodien, c'était mieux avant. Enfin, désolé, tu regardes les films de Guy Debord, quelqu'un comme Debord, il va pas te dire oui, Chaplin, c'était bien par rapport à maintenant. Non, il va te dire Chaplin, c'était de la merde, et il va faire une manifestation pour Chaplin, contre Chaplin. Enfin, c'est... Surtout, j'ai l'impression qu'il le prend un peu par le mauvais bout, c'est-à-dire... Encore une fois, un truc très tourné vers le passé qui serait que, en fait, tous les adjectifs qu'il utilise, la question de l'uniformisation, postmodernisme, en fait, ça peut être des moteurs esthétiques hyper forts, quoi, en fait. Ouais. Mais surtout, c'est juste simplement dire que il y a un cinéma hégémonique et le cinéma hollywoodien qui se construit selon une logique spécifique et qui évolue selon cette logique spécifique. Et puis, il y a d'autres formes de cinéma qui existent ailleurs. Et on ne peut pas poser un constat direct aussi péremptoire sur le cinéma si on se focalise sur le cinéma hollywoodien. C'est faux, c'est tout simplement faux. Alors, au début de la deuxième partie, ils adressent cette critique-là. Oui. Alors, je ne sais pas si on va faire un tour. Là, je pense que déjà on va finir la première pour commencer. Non, mais je me dis que là on apporte des arguments qui sont peut-être contrés par ce qu'on verra après. Mais... Et je vous assure que quand on fait une vidéo comme celle que vous êtes en train de regarder, il faut parcourir un demi-trilliard d'œuvres pour se forger cette vision. C'est une règle, quand le fond change, tu sais que t'es passé dans le... Non mais... je me suis fait la réflexion de tiens, pourquoi il est devant sa cheminée? Et en fait, non. Mais nous d'ailleurs, on a un peu fait la pub de notre sponsor du jour. Alors voilà, la pub de notre sponsor du jour, c'est Criticat. Revue de cinéma. Pourquoi pas, ça et débordement. Après, l'idée du sponsor, c'est qu'il nous paye.
c'est peut-être pas les meilleurs clients. Oui, parce que nous, on n'est pas payés. Plus on a de mal à retrouver une sensation d'excitation dans les œuvres, plus on la reporte sur l'industrie elle-même. Si les œuvres ne se renouvellent pas, on se rabat sur leur confection, sur leurs commentaires. Si on lit entre les lignes, il y aurait un argument intéressant sur, je dirais, la collusion entre les œuvres et leur marketing, si on veut. Mais j'ai l'impression que à partir de ça, en fait, eux-mêmes vont s'engouffrer dans cette espèce de confusion, quoi. Puisqu'ils se posent pas la question de la mise en scène, ils en viennent à aussi, eux, rester un truc super. Mais encore une fois, en fait, c'est plus ou moins ce qu'on brasse depuis le début, mais tout ça, c'est plutôt une série de reproches personnels qu'ils ont envie d'adresser au système du cinéma hollywoodien actuel, plutôt qu'une vraie réponse à la question de départ. Si, en gros, il est en mode, jusqu'ici, la tech, ça servait à en mettre plein les yeux, du coup, les gens étaient contents d'aller au cinéma, et maintenant, ça sert à faire des trucs qui sont pas censés se griller, du coup, le cinéma est dead. Ah. C'est ça, cette take bizarre. Mais le truc, c'est que, encore une fois, en fait, c'est un peu le principe du hors-sujet, c'est-à-dire, ça c'est une réponse à une question que personne ne se posait à l'origine, qui était jusqu'à quand les CGI vont nous impressionner, quoi, en fait. Bah, si, il y a des gens qui se la posent, mais. Oui, non, mais. Mais c'est hors-sujet. Ouais. Ça vous fait frémir. Bof, hein. Et pourtant, c'est dingue. C'est juste dingue. Tu téléportes Méliès à notre époque, tu lui montres ça, il va devenir fou. Ça devrait nous faire frémir, ça devrait. Mais. Ah, encore une scène de destruction incroyable, numérique. Est-ce que le problème de ces scènes, c'est pas la mise en scène plutôt que la technologie? Parce que des scènes de ce style-là, on en fait dans par exemple, des Missions Impossibles, et c'est toujours aussi galvanisant, quoi. Mais c'est pas les CGI, mec. L'œil, il peut dire. Non, mais cela dit, là où c'est débile, c'est qu'effectivement, en fait, si tu mets un plan de Pacific Rim, là, je te dis oui, ok, les CGI, ça existe pour une bonne raison. Si tu mets un plan de Fast and Furious 10, je me dis, c'est la gangrène du cinéma. C'est quand même problématique de pas mentionner à un seul moment la capacité d'agir des artistes quand on parle d'un art. Bah, il a dit point de vue tout à l'heure, mais bon. Surtout de dire que c'est personnel et unique, enfin ça, j'en ai. Encore une fois, tout à l'heure, ils ont dit lol, on va pas prendre le temps de définir le cinéma, mais peut-être que ça les aurait aidés pour saisir quelques lignes directrices d'analyse. Typiquement, le temps, le montage, le cadre. Là, oui, je trouve que il s'est peut-être laissé avoir par ce qu'il a envie de critiquer plus que par son propos, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'extrême, là en gros il fait des sortes d'énormes généralisations qui font qu'on ne se pose jamais les questions spécifiques d'un film et quelle serait sa mise en scène, parce que dans sa tête il va tomber dans l'extrême inverse qui serait ce qu'on a dit tout à l'heure, le relativisme absolu, prendre les films un à un, quoi. Mais en fait le truc c'est que forcément si tu regardes que des tendances, tu t'appuies que sur des constats généraux et des ressentis flous, quoi. Enfin, mais en fait, le point de vue relativiste, il a une utilité aussi pour justement penser d'autres notions que l'hégémonie culturelle. Bah oui. Et de penser autre chose qu'Hollywood. Et justement, eux, en évitant ce relativisme, eh ben, ils évitent le point mort principal de leur pensée, qui est il n'y a pas un cinéma, il y a des cinémas, et il n'y a pas une histoire du cinéma qui a ses jalons spécifiques, qui serait l'inénarrable tradition critique, mais il y a des histoires du cinéma qu'il s'agit de raconter et qui suivent des dynamiques propres. Et évidemment que le cinéma d'avant-garde est toujours en vie et que peut-être qu'on peut dire que c'était mieux avant ou pas, mais en tout cas, il y a évidemment des trajectoires différentes du cinéma. Je te propose une nomenclature, histoire du cinéma, avec un S entre parenthèses à la fin de l'histoire. Bah, tout à fait. Mais effectivement, il y a un truc très bizarre et paradoxal que tu pointes, c'est que c'est des gens qui ont lutté contre la stigmatisation, par exemple, de la série B, du cinéma de genre, sous l'égide de leurs pires représentants, et qui font exactement la même chose au cinéma hollywoodien dans cette vidéo, quoi. Pour reformuler, car j'aime reformuler, après avoir passé plus d'un siècle à s'exciter de voir de nouvelles couleurs apparaître dans le pot de peinture, maintenant que toutes les couleurs ont l'air d'être là, il y a peut-être un deuil à faire. C'est trop bizarre qu'ils ne se soient pas rendus compte de la faiblesse de leur argumentaire, c'est que dès que tu essaies d'appliquer ça à d'autres arts, ça devient débile. Enfin... Après, pour faire l'avocat du diable, je comprends la direction dans laquelle ils vont, c'est-à-dire que le cinéma est l'art technologique par excellence, où il repose toujours sur un support technologique, là où on peut considérer que la peinture, la littérature, etc. sont plus Mais pour autant, il y a quand même en effet dans la peinture une évolution des pratiques, une évolution des
simplement des supports, des matières technologiques dans la peinture. Exactement, c'est ça. Je trouve que typiquement, en passant par l'analogie, ça montre les limites de le raisonnement. Je veux dire, il est en mode, on a pu ajouter de nouvelles couleurs dans le pot de peinture, donc qui a encore envie de voir de la peinture ? Mais enfin, c'est... Oui. Enfin, juste, tu peux pas te dire cette phrase et pas te rendre compte que c'est absurde. Enfin, oui, c'est clair. Mais encore une fois, c'est partir du principe, mais je sais pas à quel moment ce principe est apparu dans leur tête, que l'excitation collective du cinéma se joue autour d'une question technologique. Mais surtout uniquement, quoi. Oui, et je n'arrive pas à concevoir que ce soit vraiment un avis globalisé. Je veux dire, le cinéma, avant tout, il a excité... qu'il parle d'eux. Enfin, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sur une sorte de passion geek de cinéma, de technologie, de matière, etc. Moi, il faudrait poser la question inverse, en fait. C'est, est-ce que cette question de la course à l'évolution technologique, ça n'a pas toujours été un argument marketing fallacieux pour dissimuler la véritable valeur esthétique du film. J'ai envie de dire, est-ce que l'innovation technologique fait entrer le film dans l'histoire ? Enfin, qui se souvient du premier film en cinémascope ? C'est la robe. C'est la tunique. La tunique, oui. The film sur le Christ. Après, on l'a pas vu, cela dit. Ça se trouve, c'est un manga. Moi, je l'ai vu. Nul. C'est pas un manga. Au niveau du cinéma, aujourd'hui, ça donne encore plus de valeur, forcément, aux propositions visuelles et narratives étonnantes. Et ça commence, mine de rien, à resituer l'attention sur la qualité réelle des films, au-delà de la poudre aux yeux technologique. Il a dit exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'était pas grand temps d'arrêter de passer par le prisme technologique, quoi ? Par le prisme cinéma, bienvenue à tous. Elle continue bien sûr à mitrailler les effets d'annonce, proposant des expériences, à n'en plus finir, ne sachant plus réellement qu'il est en train de tuer le cerveau. En fait, là, je suis en train de perdre toute capacité cognitive. Il passe d'une... franchement, quelqu'un qui va critiquer l'accélération de tout, les plateformes, tout ça, là, il est dans un montage, mais je ne comprends rien. Enfin, désolé. Pose ton discours, sois cohérent. Et parle plus lentement, parce que comme ça, en 1,5, c'est parfait. Oui, c'est vrai qu'on est en 1,5. C'est aussi pour ça c'est aussi pour ça que... des deals, vraiment. Ça va trop vite, quoi. Il faudrait limite mettre vitesse moins vite, la vidéo, en fait. Tout ce qu'on a dit est disqualifié, là. Réunion de super-héros, adaptation de franchises de jouets, applications smartphone, jeux vidéo, Batman, Barbie, Mario, Cendrillon et Pocahontas. Ils sont tous là, comme sur ton étagère. Et bien sûr, ils se lancent des vannes sur leurs univers respectifs ou sur les anciens films de la franchise qu'on a déjà vus, avec autant de subtilité qu'un coup de poing dans la gueule, histoire de fabriquer de toutes pièces une connivence avec le spectateur sans trop se fouler. Mais ça, justement, je trouve que dans la question de la vidéo, c'est ce qui rentre dans la série de constats avec lesquels on est plus ou moins d'accord, mais qui ne permettent pas de dire si le cinéma c'était mieux avant. Oui. Parce que moi, effectivement, sur un plan personnel, le versant méta du cinéma contemporain me saoule à fond. C'est par exemple ce qui m'a beaucoup déplu dans le deuxième Spider-Man animé, là. Across the Spider-Verse. Enfin, le fait que, globalement, on se finit aussi sur la promesse d'un autre film sans véritablement essayer de faire un seul film. Oui, et ça, je pense que effectivement, on est dans la logique culturelle du capitalisme tardif. On est dans... c'est un des attributs du postmodernisme décrit par Frédéric Jameson. C'est effectivement cette façon dont l'œuvre d'art se vend aussi comme œuvre d'art. C'est-à-dire qu'elle se présente comme telle. Et que arrivent en fait à la fin, dans les années 70, dans les années 80, des œuvres d'art qui se donnent à voir comme œuvres d'art avec leur valeur elle-même. Un des cas d'école, c'est la pyramide du Louvre, qui est à la fois une pyramide et un centre commercial. Qui est à la fois un monument architectural et un centre commercial. Et de fait, cette dynamique dont il parle du méta, ou en fait de la façon dont le cinéma peut se présenter comme œuvre d'art, cette logique culturelle, mais en fait, elle date il y a un certain nombre d'années. On parlait de Last Action Hero tout à l'heure. Ils vont faire parler de Tarantino. Moi, je suis désolé, mais l'un des problèmes du méta, il vient aussi de se contenter, ces personnes, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, enfin les citeurs nés. Les citeurs nés au cinéma, de faire valoir leurs films uniquement par leur cinéphilie. Et moi, je pense que Tarantino a plus apporté à la cinéphilie qu'au cinéma, justement. C'est vrai, c'est une belle formule. Parce que il a fait découvrir plein de films à cette génération précise, où effectivement, ils ont eu une forme d'horizon qui s'est ouvert, le cinéma asiatique, le cinéma italien, tout ça, par ce cinéaste. Mais en revanche, il a rien apporté au cinéma. Sinon, justement, ce jeu
de savoir quelle référence est quelque part. Et donc, c'est effectivement ce qui est, le cinéma contemporain, au prisme des multivers, tout ça, adapte en quelque sorte le projet de Tarantino et Robert Rodriguez. Oui. Puis encore une fois, cette sorte de problématique d'un personnage décliné 1500 fois, avec des relations, des rapports qui sautent partout. En effet, c'est insupportable et on est tous d'accord pour dire que le cinéma, les blockbusters contemporains sont insupportables à ce niveau-là. Mais c'est aussi déjà quelque chose qui se déclinait même dans la littérature, en fait. Tu peux peut-être redresser un peu ton micro. C'est quelque chose aussi qui existait dans la littérature à l'époque, où il y avait 100 000 déclinaisons des aventures d'un même personnage. Enfin, je veux dire, Zorro. Ouais. Excusez-moi, mais c'est un personnage qui a été mis dans une machine à laver et absolument à tout type de sauce potentielle. Les comics. Mais bien sûr. Mais surtout que, tu vois, tu citais Jameson pour décrire cette tendance-là. Jameson, il écrit ça dans les années 70, en tout cas pour parler des années 70. Et puis, Adorno et Horkheimer, ils écrivent ça dans les années 40, il y a Marcus dans les années 60, je veux dire, il y a Debord dans les années 60, Baudrillard ensuite, je veux dire, elle n'est pas nouvelle, leur idée. Et surtout, en fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils essaient de trouver des choses, en tout cas, qui légitiment leurs sentiments profonds, qui, je pense, et notamment le produit d'un biais nostalgique, comme on en a parlé. Ouais. Et du coup, ils essaient de s'appuyer sur des tendances contemporaines pour dire ça. Le truc, c'est que le méta, non seulement c'est pas spécialement contemporain, mais ça a aussi produit tout un tas d'excellents films. On parlait excellents, en tout cas de films qui sont bons et qui témoignent pas de la mort du cinéma, quoi. Last Action Hero, moi je trouve que c'est quand même bien, mais en fait, tu vois, toute la filmographie de Shane Black, ou même de façon plus contemporaine. Oui, non, alors là, c'est méta. C'est vrai. Ou Lars von Trier. Ouais, alors ça, c'est excellent, je dirais pas ça. Mais ou même Ready Player One, qui vont citer après en disant qu'on dirait un magasin de jouets. Oui. En fait, je veux dire, on peut ne pas adorer Ready Player One, moi j'aime beaucoup, mais surtout, c'est faire abstraction de ce qui compte dans les œuvres. Ouais. Je veux dire, dans Ready Player One, si vous avez passé le film à vous dire je reconnais les trucs, c'est comme dans Jurassic Park en fait. Si vous avez compté le nombre de plans en CGI, vous avez peut-être raté qu'il y a un moment où c'était mis en scène par un grand cinéaste, quoi. Donc il y a un truc où j'ai l'impression qu'ils essaient de trouver de faire de ces conditions des conditions suffisantes en fait, alors que pas du tout. Mais en ce moment, on se sert beaucoup de « Ah, tu te souviens de ces films-là, t'as les rêves des années 80, t'as vu, c'était mieux avant, mais je fais toujours les rêves. » En fait, ça veut dire que leur discours est la production pure en fait, de la forme qu'ils critiquent. C'est-à-dire que la récupération ad vitam aeternam de références des années 80... eux-mêmes postmodernes. Ils sont eux-mêmes, en fait, pris dans... la machine qu'ils sont en train de critiquer. En fait, ils sont pas du tout dans des considérations inactuelles où ils se situent en dehors de l'histoire. Ils participent effectivement de ce biais. Enfin, t'as peut-être complètement raison. Et d'autant plus que ce sont des gens, en l'occurrence le Fossoyeur de film, qui a parlé d'un certain type de cinéma et qui a contribué quand même, il a 700 000 abonnés, à romantiser un certain type de cinéma qui est effectivement le cinéma de blockbuster, qui est effectivement Conan. Une de ses premières vidéos, c'est sur Conan, une autre sur Blade Runner, une autre sur Dune. Enfin, il est quand même dans cette vision du cinéma de SF, tout ça, qui est complètement romantisé maintenant. Donc, est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient en partie tort dans les années 2010 ? Peut-être. En tout cas, effectivement, ça témoigne aussi de ce que tu disais, c'est-à-dire l'impossibilité de penser le cinéma au-delà de sa forme la plus standardisée. Ce qui fait qu'ils en sont à dire c'était mieux dans Jurassic Park 1, ce qui est littéralement ce que fait Jurassic Park 18000 qui sort aujourd'hui. Enfin, c'est ce que tu dis. Et surtout, est-ce que la morale de cette histoire, c'est à la place d'accompagner le mouvement général des producteurs, de regarder vers le passé, la révolution, en tout cas le geste rebelle, ce serait pas de regarder vers l'avenir, de regarder vers de nouvelles formes. C'est justement le geste moderne, le geste rebelle, comme tu disais, le geste progressiste. C'est de se dire, bah voilà, on a un état de fait, on a un ensemble de trucs, comment on peut les pousser, comment on peut s'en servir formellement pour justement pousser plus loin. Et c'est ce que font des gens. Enfin, on a parlé beaucoup de Hong Sang-soo, voilà, il a la technologie numérique, comment je m'en sers pour raconter des trucs.
comment Radu Jude il se sert de ces technologies pour faire des films complètement postmodernes d'ailleurs, une certaine façon. Oui, tout à fait. En plus, oui, absolument. Là, c'est encore une fois un échec pour penser le cinéma comme un geste de mise en scène, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le problème de penser ça comme un langage. En fait, un procédé n'a pas de valeur esthétique en soi, quoi. En fait, le méta, ça peut être passionnant et je sais pas, c'est un peu, je vais un peu loin, mais est-ce que De Palma faisait pas des films archi-méta et en tirait des films sublimes et mélancoliques carrément. Oui, tout à fait. Et je parle bien du méta sous toutes ses formes, y compris cette toute nouvelle tendance visant à faire du lancement d'un film un phénomène de réseaux sociaux. Paye ta promo de gros forceurs. Les effets d'annonce de sortie de film, c'est notamment au moment du Nouvel Hollywood qu'il y a eu un vrai tournant où on a essayé d'évacuer la critique et de faire des sortes d'événements en faisant la sortie nationale, etc. Voilà. C'est très vrai. Par contre, quand on aura la nostalgie des années 2010 qui va nous dire que c'était mieux avant. La nostalgie des années 2010. Sachant que du coup le cinéma est devenu pire, nous on pourra dire nous on a eu la fin du vrai cinéma. On a eu. C'est maintenant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est aujourd'hui même. Ouais. Là, en gros, la date charnière, c'est le 1er septembre 2024. Non, mais c'est en gros le 4, là, il y a À son image de Peretti qui sort. C'est le dernier bon film. C'est le dernier vrai Le cinéma. 11, il y a Dahomey. Mais il y a Langue étrangère de Claire Burger. Ah oui. Voilà. Mais il y a Megalopolis ensuite. Ah oui, non, ok. Ouais, alors, Megalopolis, ça dépend. Tu l'as vu toi avec Je l'ai vu, ouais. Et alors c'est marrant parce que ça sera un très bon contre-exemple à tout ce qu'ils disent, c'est-à-dire en quoi tu peux aussi inventer des formes à partir de ces évolutions technologiques. Bref. Et ok, bon. Megalopolis, c'est le dernier vrai film. Voilà. Ok, voilà. Megalopolis arrête le cinéma. Et après, eux vont arrêter Prisme Cinéma. Moi, j'arrête ma vie. C'est ça. En fait, nous, on va être obligés de faire des reacts de nos propres émissions. Voilà. Du coup, il n'y a plus de vrais films qui sortent. Donc, Bon, je crois que c'est le moment. Oui, on n'allait pas y couper. Prenez Avatar 2, prenez-le fort, prenez-le dans vos mimines fébriles. Ce jour, c'est l'exemple le plus fracassant de développement technologique démentiel pour représenter l'imaginaire. Avatar 2, comme le premier, a été vendu comme le futur. Mais prenez l'histoire, super classique. Prenez la mise en scène, super classique. Et pour ma part, voilà le plan qui m'a réellement marqué. Heureusement que je suis pas le public cible. 250 millions de dollars pour voir des schtroumpfs emballer du tofu, ça la fout mal quand même. À ce moment-là, je me dis que ma subjectivité à moi, c'est sans doute... Boomer, voilà. Classé du grand spectacle au sens classique du terme, pour lui préférer le plaisir fétichiste de retrouver à l'écran la texture de la peau, d'une étoffe humide ou d'un crâne qu'on réduit en miettes. C'est là que tu vois que c'est des gens qui se posent pas les bonnes questions et que cette vidéo a été écrite avec la conclusion avant d'avoir les arguments. Parce qu'en fait, je trouve que c'est absurde de dire que Avatar 2, c'est... Enfin, comment dire, tout ce qu'ils disent en mode paye ton film pour que les meilleurs moments ce soit quand je regarde les textures de la peau, c'est le projet de la mise en scène du film de long en large en fait. Enfin, genre la moitié, enfin le moment central du film, c'est une plongée dans un récif de corail où il n'y a pas d'enjeu dramatique quoi. Parce que et puis le passage est hyper CSC. Enfin, généralement ce qu'ils disent, le cinéma doit atteindre un plateau technologique et ils disent là il y a des belles textures. Voilà, il y a eu de nouvelles textures et c'est le même film. D'accord. Ce qui est intéressant précisément, c'est que Avatar 2, c'est le graal de ce dont ils essaient de parler au début, c'est-à-dire un film qui a un appareillage technologique énorme pour retrouver justement une forme de pureté, parce que filmer de l'eau comme ça n'a pas le frisson de la première fois que voilà, je pense que c'est ça que cherche Cameron. Enfin, d'ailleurs, le texte de Josué Morel dans Critica parlait de ça, cette idée de, en fait, toute cette les CGI, mais aussi un truc dont il parle pas, qui est le HFR, le nombre d'images, qui pour le coup est encore une zone technologique qui n'est pas explorée et qui pourtant a un potentiel, on va dire, je sais pas, de nouveauté, enfin, en tout cas inexploré, un potentiel inexploré. C'est que précisément le but du film, c'est toute cette technologie pour retrouver une émotion de la première fois. Donc c'est vraiment le film qui fait exister les effets d'annonce et la technologie pour se débarrasser de tout ce truc méta et pour retrouver un truc pur en fait. Les plans sur les feuilles sont faits pour être appréciés. Et les plans sur la peau comme ça, en fait c'est exactement pour ça que Cameron a fait le film quoi. En fait ils arrivent à faire une pensée du cinéma qui se passe du cinéaste presque. C'est trop bizarre. Hein. Et du film en lui-même. Peut-être qu'on ne cherche plus à mettre en scène l'avancée technologique, mais du coup, là, en l'occurrence, ça prouve aussi que... Enfin, j'ai pas vu Avatar 2, mais que du coup, Avatar 2 essaye de faire un film
et que les CGI ont un rôle spécifique. Oui. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais en plus, d'ailleurs, je trouve que c'est pas si vrai, puisque précisément, le premier film, on passait un peu du monde des humains au monde des avatars, et Avatar 2, il y a cette idée d'inventer une frontière qui serait la frontière aquatique, mais qui existe au sein du monde numérique. Donc en fait, il y a en plus une mise en scène de l'idée qu'on va encore plus étendre ce que permettent de représenter les technologies, quoi. Mais la sensation de nouveauté, elle passe bien sûr par plein d'autres aspects. Du style, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une 12 millième occurrence pas inspirée du voyage du héros ? Désolé, réveillez-vous. Allez voir des films, et à la prochaine, ciao. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, allez voir des films. Enfin bref. Some things never change about mythology. There's always an old man with soup. Name one story that doesn't have one. Jack and the Beanstalk. Every Matrix. Every movie ever. Arrêtez avec le monomythe. Enfin bref. Mais stop. Cette façon de fonctionner de la vidéo pointe un truc que je me suis dit en la regardant, notamment quand il parle du méta et tout, c'est que j'ai l'impression que le problème d'Hollywood, c'est pas tellement méta, pas méta, c'est que le truc méta sert une forme de cynisme. En fait, le vrai spectre qu'il aurait été intéressant de mettre en place, c'est sincère, cynique, tu vois. On n'a pas encore parlé morale, mais pendant longtemps, le cinéma, qui était le média dominant, a défriché ce que éthiquement il pouvait montrer ou pas à l'écran. Un simple mouvement de caméra pouvait mériter le mépris, et pas juste au sein d'un groupe de 5 cinéphiles. La critique ciné à l'époque, elle avait encore une portée réelle. Mais du coup, il y a quand même quelque chose là qui est de l'ordre de le cinéma c'était mieux avant, parce que la critique cinéma était plus valorisée. Mais je pense que leur argument, en fait, il est même pire que ça. Et c'est plutôt un truc de... Toujours cette espèce de truc bizarre de... Qu'est-ce qui va être le prochain truc ? C'est quoi la prochaine nouveauté ? Et du coup, c'est... Si elle n'est pas technologique, est-ce qu'elle pourrait pas être au moins dans le champ de la morale, tu vois ? Quand il dit... de toute façon, on a tout représenté et c'est plus une question, la morale. Mais ce qui compte, c'est pas ce que tu montres, c'est comment. Enfin, le problème de Ponte-Corvo, c'est pas d'avoir posé sa caméra dans un camp de concentration, en fait. C'est d'avoir fait le travelling. Tu peux parler de tous les sujets du moment que tu le fais avec une forme d'éthique. Mais c'est comme, en fait, c'est comme la technologie, c'est comme tout. C'est qu'est-ce qu'il nous reste à représenter ? Rien. Donc le cinéma n'a plus d'excitation à nous promettre. Donc il était mieux avant. C'est ça un peu le moteur de la vidéo, en gros. Et bien sûr, oui, les films ont toujours une place dans le débat public. Mais le cinéma en tant que forme, ça fait plus frémir grand monde. Bien sûr, certains essaient ça et là de pousser les murs. Peut-être parce que si vous-même en parliez en tant que forme, ça pourrait faire frémir des gens, je sais pas. On se trouve dans un déficit abyssal de réelle excitation, dans une période où on est pourtant conditionné à se comporter comme des junkies de l'excitation. Bill Murray, il suffit de jeter un œil aux réseaux sociaux, qui, comme vous le savez sûrement, sont littéralement conçus pour déclencher des phénomènes d'addiction. C'est-à-dire de scroller à l'infini dans le vide pour être récompensé par une toute petite dose de dopamine quand on tombe sur un chat qui joue de la trompette. Toi-même, tu sais. Et vous savez ce qui nous récompense d'une dose de dopamine ? C'est les subs. C'est les subs, bah ouais. Ah, c'est la faute aux réseaux sociaux. Oui, bon, après, ça... En fait, ce qui est terrible, c'est que... C'est classique. Mais le pire, c'est que... Enfin, il y a des vrais arguments à apporter autour de ça. Il y a des vrais arguments, ouais. En fait, ce que je trouve frustrant avec ce diptyque de vidéos, c'est que, en fait, il y a tout... J'ai l'impression qu'il y a toutes les bonnes observations pour produire une vidéo qui se pose des questions vraiment pertinentes, mais c'est pas dans le bon ordre, et c'est pas étayé. En fait, tout est utilisé pour servir une thèse qui est pas la bonne, quoi. Enfin, il y a un truc genre typiquement, moi je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je pense qu'il y a sur la question de l'uniformisation de l'IA et tout, il y a un fil assez clair qui est que le concept des plateformes et la temporalité des plateformes qui nécessite un approvisionnement régulier, ce qui est notamment lié à cette idée que les images vont plus vite, etc., force une production à la chaîne qui crée une uniformisation dont les IA sont le symptôme le plus visible. La pratique du binge-watching conditionne aussi l'uniformisation de l'esthétique de plateforme qui va... Et donc, ça, c'est pas méga compliqué, quoi. Mais c'est pas formulé, clairement, dans aucune des deux vidéos, quoi. Pourtant, tout est un peu là, quoi, mais ça reste dans une espèce de flou, puisque l'idée, c'est d'alimenter une idée qui est même floue, qui est le cinéma, c'était mieux avant. Et encore une fois, on pourrait quand même aussi réfléchir un petit peu historiquement et se dire que cette problématique qu'on a avec les plateformes de l'uniformisation des contenus, est-ce que c'est pas quelque chose que les gens auraient déjà vécu à la télé précédemment avec, par exemple, les sitcoms, les séries télé ? Est-ce que c'est pas un phénomène qui est
déjà, enfin qui a déjà eu lieu avant. Mais qui est densifié aussi par Internet. Oui, mais je veux dire que tu peux toujours réfléchir historiquement et ne pas te dire Netflix, c'est absolument à 100% une nouvelle question. Oui, et pareil au 19e siècle, le Second Empire, c'est un art qui se répète sans cesse. Bien sûr. C'est déjà la fin. Bientôt, Merci d'avoir suivi cette vidéo. Eh ben, on regarde la suite. Allez. J'espère que vous êtes prêts pour la soirée, les amis, parce qu'il y a eu les subs. Non, il est quelle heure là ? Ça fait 3h19. Bientôt 23h. Ça fait 3h19. Il est bientôt 23h. On n'a pas mangé. On n'a pas bu. On a vu une vidéo en accéléré. Alors là, on peut dire qu'en gros, on a fait un ratio de x3 en durée par rapport à la vidéo d'origine. La deuxième vidéo fait 1h48, je crois. Ouais. Ça va être un long stream. Je voulais, avant qu'on finisse de blablater, peut-être déjà remercier les gens qui ont suivi ce live, parce que je pense, pour beaucoup, c'était vraisemblablement la première fois que vous étiez là. Et vous dire que, au-delà de cette chaîne Twitch, même s'il y a cette chaîne Twitch, tous les dimanches on est là, et généralement on parle de films d'actualité. La semaine prochaine on parle avec Microciné, donc ça va être trop bien. Et on parle de À son image et de Jonas Trueba. Septembre peut attendre. Septembre sans attendre. Sans programme. Merci la banane de Lulu. Et dire aussi que on est sur Insta, TikTok, YouTube. En particulier YouTube, où il y a à la fois des shorts et des vidéos plus longues. Voilà. C'est pas que du React où on fait des pitreries. Voilà, donc n'hésitez pas. Non, là c'était une première initiée par un esprit malade. Juste pour dire un truc sur le cinéma, c'était mieux avant, machin. Je pense déjà que c'est pas une bonne question vraiment à se poser. En tout cas, certainement pas en ces termes. Mais là où moi je suis assez d'accord en fait sur plein d'observations qu'ils font, et je me dis qu'effectivement le monde du blockbuster hollywoodien va pas hyper bien. On a vu que même la Deadpool 3 a fait des scores énormes, donc finalement la perte de vitesse qu'on attend pour que ça se renouvelle, c'est peut-être pas encore maintenant, mais il y a quand même toujours de l'invention formelle, je trouve. Quand je vois des films comme Furiosa ou Megalopolis, que vous n'avez pas encore vu, mais c'est pour ça ne serait tardé. En fait je me dis que il y a toujours de l'invention formelle, et il y a toujours de l'invention formelle qui tire parti d'outils qui n'existaient pas avant, en fait. Un film comme Furiosa, il n'aurait pas pu exister à une autre ère que celle d'aujourd'hui au sens large, quoi. Sans compter le fait que, évidemment, là, on parle du numérique comme une espèce d'ogre qui aspire la créativité, mais ça a aussi permis l'émergence d'un milliard de cinéastes qui n'auraient jamais pu faire des films sans. Là, on dit l'industrie, machin, mais je serais curieux de voir quand même les chiffres de A24 ou Blumhouse, qui j'ai l'impression sont quand même des modèles de production un peu alternatifs, même si ça reste le système, mais qui permettent plus de créativité et moins d'uniformisation. Et j'ai l'impression que ça cartonne en fait. Ça cartonne A24, bien sûr que ça cartonne, sinon il ferait pas autant de films. Et voilà, on peut avoir des réserves à la fois sur A24 et Blumhouse, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, en fait, ces films du milieu qui n'existent plus, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas mal là en fait. C'est que c'est pas si vrai. Et d'autant que ce qu'on doit reconnaître à A24, c'est qu'ils ont quand même l'honneur de produire des films qui ne sont pas que dans ce carcan-là, enfin dans le sens où ils produisent les films de Kelly Reichardt, ils produisent Paul Schrader, il y a quand même c'est pas uniquement une sorte de cinéma du milieu formaté quoi. C'est vraiment un peu plus vaste que ça. Donc voilà. T'allais dire quoi, Elias? Je t'ai interrompu. Non, c'est tout. Voilà, ça pour dire c'est pas si pire, enfin il faut pas non plus T'es un peu lessivé par le stream de ce soir, toi, non? Mais moi je suis lessivé à chaque fin de stream. C'est vrai. On sait que Elias a envie de partir parce que regarde, il quitte le cadre progressivement. Non, mais voilà. Non. Et vous, le cinéma mieux avant ou pire? Pire qu'avant. Pire qu'avant. Non, mais franchement, moi je suis sûr que là on va avoir une nouvelle vague de cinéma dans pas si longtemps que ça. Qui va suivre la friche de. Mais combien même on n'en aurait pas, aux États-Unis? Est-ce que c'est une si grande perte que ça? Ah non, mais je la demande pas aux États-Unis. Hein. Oui, mais on a déjà des cinéastes. Je rappelle que nous vivons dans une année où est sortie la zone d'intérêt, donc nous vivons dans la meilleure période du cinéma. C'est ton avis. Non, moi je l'ai trouvé très bien la zone d'intérêt, mais bon, je sais pas si j'irai jusque là, mais c'est voilà. Clair, mais c'est ton avis et tu as le droit de le penser. Et c'est bien. Non, t'as suffisamment de subs pour avoir raison surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais effectivement, enfin cela dit, c'est un bon exemple des propositions à la fois alternatives au sens où elle rentre pas dans un moule formel et en même temps pas tant que ça, parce que ça reste quand même un film qui a eu
une importance assez voilà, de premier plan quand même, dont on a vraiment parlé avec un cinéaste vraiment identifié, etc. Qui a eu un Oscar. Qui a eu un Oscar, voilà. Donc, il reste donc Sang-Soo à sortir en France, donc l'espoir est ça. Au moins 2, je crois. Ouais, moi je l'ai vu A Traveler's Need. Ah, c'est bien. Ah, c'est très drôle. Ok. Excellent. Ouais, on se marre bien. Exceptionnel. Bon, bah on termine sur Hong Sang-Soo. Ouais, voilà. Hong Sang-Soo. Après un stream de 3h30 qui est une nouveauté pour ça, nous. Ouais, et on est épuisé. J'ai faim. Et on doit manger. On a faim, c'est vrai. Une dinguerie. Allez, ciao, merci beaucoup d'avoir été là et suivez-nous sur Instagram pour savoir quand sera la partie 2. Et là, c'est le piège. Ciao.